We have determined that we should not take sides in this war by becoming a combatant. And we have held firmly to that position, and we plan to continue to hold firmly to that position. Lorsqu'en juin 1995, William Perry, le secrétaire à la Défense, atteste devant le Congrès que les États-Unis ne prendront pas position dans le conflit yougoslave, de nombreuses opérations secrètes sont déjà en cours pour apporter une aide militaire au gouvernement croate et aux forces musulmanes bosniaques. Sur un aéroport isolé, perché dans les montagnes de l'île de Brač en Croatie, les services de renseignements américains mettent en place un système de reconnaissance d'avions sans pilote appelé UAV. Pendant ce temps-là, les soldats croates surveillent l'aéroport. On savait exactement où envoyer ces engins aériens pour les exercices de reconnaissance. Si les réseaux d'information se brouillaient, nul doute qu'il y avait un avion de surveillance dans les parages radioguidés par les types de la CIA. Ces UAV permettaient de surveiller la circulation des camions. Ils permettaient aussi d'identifier le type d'artillerie et de tanks utilisés par l'ennemi et de repérer leurs mouvements. Cet équipement peut analyser dans les moindres détails la capacité tactique d'une force. Un mois seulement avant la déclaration du secrétaire américain à la Défense, la zone civile serbe, censée être sous la protection de l'ONU, est soudainement attaquée par les forces croates. Plusieurs casques bleus trouvent la mort dans ce massacre de la population civile serbe survenu dans le secteur ouest. Des milliers de réfugiés serbes traversent alors la rivière Save pour fuir la Croatie et rejoindre le nord de la Russie. D'après les sources croates, 1000 Serbes auraient été tués dans cette attaque. Les églises orthodoxes serbes, quant à elles, estiment à 5000 le nombre de morts civiles. Mais les Américains n'émettent aucun commentaire sur cette atrocité, y compris sur la mort des casques bleus. En effet, les États-Unis soutiennent militairement les forces croates. Les représentants français et britanniques demandent alors au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner la Croatie. Leurs multiples tentatives sont contrecarrées à maintes reprises par l'ambassadrice américaine auprès de l'ONU, Madeleine Albright. 6 mois plus tôt, en novembre 1994, le secrétariat d'État et de la Défense avait accepté un contrat entre un groupe de généraux vétérans et le gouvernement croate. Les Croates avaient payé pour ce contrat, mais ils avaient l'accord du Pentagone. Ces officiers américains vétérans n'étaient certes plus en service actif, mais ils jouaient le rôle de conseillers auprès du gouvernement et de l'armée bosniaque et auprès de l'armée croate. Sur le terrain, ils étaient très actifs. Les généraux vétérans, décrits comme de grands mercenaires, font partie d'une société privée appelée MPRI, une société de ressources militaires. Cette entreprise regroupe les sommités de l'armée, comme le lieutenant-général Edward Soyster, ancien chef de l'agence de renseignement de la Défense, le major-général Richard Griffiths, chef adjoint des opérations en Europe centrale, et le plus important de tous, le général Karl Vuono. Le général Vuono, accompagné de ses collègues, jouera un rôle essentiel auprès de l'armée croate pour expulser la minorité ethnique serbe de la Krajina, zone théoriquement protégée par l'ONU dans les secteurs nord et sud. Mais la destruction du secteur ouest, zone serbe protégée par l'ONU, aura des conséquences à proximité de la Bosnie. D'après Lord Owen, en ne s'opposant pas à la prise du secteur ouest par la Croatie, les États-Unis auraient en fait, je cite, donné le feu vert à l'armée serbo-bosniaque pour attaquer Srebrenica et Zepa. Lorsque Nazir Orić, chef de l'armée musulmane bosniaque, attaque le village serbe de Višnjica, les Serbes contre-attaquent en prenant la ville de Srebrenica. En fait, Nazir Orić dirigeait des attaques répétées à partir d'une zone censée être démilitarisée contre les régions serbes qui entouraient l'enclave de Srebrenica. Les assauts étaient si fréquents que les Serbes ne pouvaient pas laisser faire ça. C'est là qu'ils ont décidé de prendre la ville. Orić et des milliers de soldats traversent alors le territoire occupé par les Serbes et s'enfuient vers la ville de Tuzla, peu de jours avant que les forces serbes n'entrent dans les villes de Srebrenica et Zepa. À Srebrenica, les femmes et les enfants musulmans sont placés dans des bus par les forces serbes et conduits en lieu sûr, à Tuzla.
Quant aux hommes musulmans, 1000 à 2000 d'entre eux sont capturés par les Serbes qui les accusent d'avoir participé à la série de massacres commandés par Nazir Orić. À La Haye, un soldat croate ayant combattu aux côtés des Serbes de Bosnie affirme avoir participé à l'exécution de 1200 musulmans, alors qu'à peine 200 corps ont été retrouvés sur le site. Mais Madeleine Albright évoque des nombres bien plus élevés en parlant des victimes des représailles serbes à Srebrenica. Or, d'après le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, les milliers de musulmans prétendument disparus ont été retrouvés près de Tuzla. Ils travaillaient au service de l'armée musulmane. Le journaliste du Washington Post, John Pomfret, affirme que 4000 soldats musulmans se sont enfuis pour regagner Tuzla. Pourtant, quelques années plus tard, dans les rapports officiels, ces mêmes soldats sont toujours considérés comme disparus depuis la prise de Srebrenica. Madeleine Albright, en particulier, insistait sur le fait que le nombre de victimes musulmanes exécutées par les Serbes s'élevait à 8000 ou 10 000. Rien ne prouve de tels nombres. Mais un épisode bien plus sanglant se prépare. L'attaque de l'armée croate contre la région essentiellement serbe de Krajina. Le 1er août 1995, les soldats croates attaquent la population serbe de Krajina dans les secteurs nord et sud. Cette opération a mobilisé plus de 100 000 soldats croates équipés de tanks, d'avions et d'artillerie. Alors que les États-Unis nient officiellement leur implication dans ce que les Croates appellent l'opération Tempête, leurs forces soutiennent activement cette sanglante opération de nettoyage ethnique. Les équipements américains ont perturbé le réseau de communication serbe, si bien que les commandements et les systèmes de contrôle se sont trouvés bloqués. Puis, les avions américains de l'US Navy, en partance de la base d'Aviano, ont fait un raid sur les infrastructures militaires serbes de Krajina et ont détruit, entre autres, les radars. Le bombardement de Kenin était un acte de terreur délibéré destiné à précipiter le départ de la population serbe restante. Cette attaque a été menée contre des civils non armés. Les balayeurs étaient venus pour éliminer les preuves de cet acte meurtrier et vandale, avant que l'entrée triomphante des Croates dans Knin ne soit filmée. Ils avaient tout prévu. Après avoir dénoncé le nettoyage ethnique, les planificateurs militaires américains aident la Croatie à perpétrer la plus grande épuration ethnique de cette guerre jusqu'alors. Cet incident est celui qui a eu probablement le plus d'ampleur, si l'on considère qu'en quelques jours, 170 000 personnes ont quitté les lieux. Ce nombre s'élève rapidement à 200 000 personnes, alors que la marée humaine s'entasse sur les routes. Le général américain Charles Boyd, récemment retraité, commandant adjoint de l'OTAN, a confirmé que les États-Unis avaient aidé les Croates à préparer cette attaque et à la mettre à exécution. La Croatie n'aurait pas entrepris les offensives qu'elle a menées contre les Serbes dans le secteur ouest, les secteurs nord et sud, et dans toute la région de Krajina, sans l'approbation explicite du gouvernement américain. Roger Cohen du New York Times rapporte les propos d'un journaliste militaire croate qui confirme que le général Viono du MPRI a bien rencontré ses homologues croates à plusieurs reprises quelques jours avant l'opération Tempête. La tactique qu'ils ont utilisée pour l'attaque de la Krajina était la même que celle qu'ils ont employée pour l'opération Tempête du désert. La stratégie américaine consistait à lancer des offensives sur plusieurs fronts et à faire des attaques éclairs. D'ailleurs, il est intéressant de souligner que l'attaque croate a été appelée opération Tempête, en comparaison avec l'opération Tempête du désert. La manière dont ils ont employé et déployé leurs forces reflète parfaitement l'entraînement qu'ils ont suivi. Cette stratégie, en grande partie américaine, a été très efficace. Les officiers canadiens de l'ONU accusent un commandant de la minorité ethnique albanaise du nom de Agim Ceku d'être responsable du massacre des civils serbes. Nos officiers, le colonel Leslie et le général Forand, qui étaient sur le terrain, voulaient intenter une accusation contre le commandant de l'artillerie, et plus particulièrement le commandant des opérations, et même contre Tudjman, le président croate, pour le rôle qu'il avait tenu.
Emma Bonino, commissaire européenne pour l'aide humanitaire, constate que 10 000 civils serbes ont disparu dans l'exode massif qui a suivi l'attaque croate sur la Krajina. La plupart d'entre eux ont été enterrés dans des fosses communes. Si vous vous rendez au cimetière des villages, vous remarquerez que dans 90% des cas, les noms ne sont pas inscrits sur les tombes. Il m'arrive de repenser à ce qui s'est passé et aussi au rôle des Américains qui ont entraîné notre armée. Je ne sais pas comment ils ont éduqué nos soldats, mais si c'est l'éducation que l'on donne dans une démocratie, je trouve qu'elle est très mauvaise. Je ne pense pas que les Américains aient remarqué la corrélation entre ces horribles crimes de guerre survenus récemment en Krajina et le fait que l'armée croate ait été entraînée, conseillée et quasiment menée par les anciens dirigeants militaires américains. Ils ont en fait été complices de l'énorme nettoyage ethnique visant à expulser les Serbes de la Croatie. Les Serbes étaient établis ici depuis des siècles, ils étaient ici chez eux. Je pense que nous devons prendre du recul et ne pas perdre de vue nos principes. Parce qu'en agissant comme nous l'avons fait, non seulement nous avons renié nos propres principes, mais en plus, nous avons créé plus de problèmes que nous n'en avons résolus. 3 sources du secrétariat d'État américain aux affaires étrangères ont déclaré à David Binder, ancien reporter du New York Times, que c'était l'envoyé Richard Holbrooke qui avait donné le feu vert pour lancer l'opération Tempête. Celui-ci avait pris l'avion pour Zagreb afin de rencontrer le président croate Franjo Tudjman 2 jours avant l'attaque. D'abord, Holbrooke a soutenu qu'il avait essayé d'éviter le déclenchement de l'opération Tempête. Mais dans ses mémoires sur les accords de Dayton, il a reconnu qu'il avait encouragé l'opération Tempête visant à expulser la minorité ethnique serbe de la Krajina. Lisez les mémoires de Holbrooke. Il écrit qu'il a tout fait pour aider le gouvernement croate à frapper vite et fort dans le but d'expulser les Serbes. Après avoir fait opposition aux accords de paix proposés par l'Europe et l'ONU pour mettre fin à la guerre en Bosnie, l'administration Clinton encourage une offensive militaire en Bosnie occidentale, unissant les forces croates et musulmanes. Comme l'opération Tempête, cette attaque a pour but de chasser les Serbes de chez eux. Paradoxalement, le gouvernement américain avait autrefois dénoncé ce genre de nettoyage ethnique. Dans son livre To End a War, Richard Holbrooke écrit qu'il a lui-même conseillé à l'armée croate d'attaquer telle ou telle ville serbo-bosniaque. Ces offensives ont provoqué un exode quasiment aussi important que l'opération Tempête, ainsi que la mise en place d'un nombre considérable de fosses communes à l'ouest de la Bosnie. L'année suivante, après les accords de Dayton, les corps de civils serbes sont exhumés de la fosse commune de Merkonigrad. À l'époque de cette découverte en 1996, c'était la plus grande fosse commune de la guerre en Bosnie. Avec les offensives musulmanes et croates en Bosnie, au cours de l'été et du printemps 1995, l'armée américaine commence à agir ouvertement contre les Serbes. Il suffisait d'un incident dans l'une des zones protégées pour mettre le feu aux poudres. Le 28 août 1995, une nouvelle explosion a lieu sur la place Markadal à Sarajevo, causant la mort d'une trentaine d'innocents. Cet acte donne un prétexte à l'OTAN pour répondre par la force. Selon le London Times, les enquêteurs français et britanniques auraient découvert que l'obus provenait des positions musulmanes. Mais un officier américain rejette leurs conclusions. À ce moment-là, quelques heures seulement après le drame, l'OTAN et son incroyable force aérienne étaient prêtes à partir, comme s'il s'agissait d'un scénario établi à l'avance. Cette puissante armée de l'air entreprend alors de lancer une attaque contre les positions serbes. En fait, elle n'attendait qu'un prétexte pour passer à l'action. J'ai longtemps étudié les 2 incidents survenus sur la place de Markadal. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai interrogé de nombreuses personnes ayant participé aux enquêtes de ces 2 attentats. Je suis intimement persuadé que les forces musulmanes sont à l'origine de ces explosions.